après les performances, a toujours été de l'avant, a réussi à dépasser les épreuves et à atteindre des objectifs avec un parcours olympique, un parcours international, une représentation de la France. J'ai nommé Ayodele Ikwesam. Et à ma droite, aussi originaire des QPV, des quartiers, il a gravi les différents échelons à l'image d'un boxeur, ce qu'il est, en surmontant chaque étape et en frappant fort, toujours plus loin, en faisant bien entendu toujours des épreuves inimaginables, parcourant des kilomètres en les avalant les uns après les autres, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus haut. À ma droite, j'ai Ahmed Bouzouaïd. Et là, c'est censé marcher. Génial, bravo. C'est le maire. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour Ayodele. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Ok. En avant. Honneur. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Ayodele Ikwesam. Comme l'a très bien dit Zico, moi, je suis une athlète olympique, spécialiste du 100 mètres et du relais 4x100 mètres. Merveilleux. Je suis une enfant du 18e, donc j'ai commencé dans les portes, là, notamment à Championne des Sports, et puis j'ai continué jusqu'à aller aux Jeux Olympiques de Pékin et Londres, que j'ai mené de front avec des études en parallèle. Et donc, c'est aussi de vous raconter que je suis très engagée sur le sport et notamment la précarité des athlètes, et que je suis aussi aujourd'hui maire adjointe en charge de la santé, donc engagée aussi localement pour montrer, déplacer les plafonds de verre et montrer qu'on a aussi notre place en fait dans cette, voilà, dans la société, dans la politique et dans tous les domaines. Donc voilà, c'est aussi un peu ça l'objectif de mon parcours et de vous raconter tout ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Alors, Ahmed Bouzouaïd, est-ce que vous avez une plateforme qui s'appelle Instagram ou LinkedIn? Excellent, merveilleux. Non, je t'expliquerai tout à l'heure, je fais une petite formation. Donc moi, je viens ici pour vous parler d'un ouvrage en introduction qui s'appelle « Je dois faire du cash boy ». Et pour retrouver cet ouvrage, il suffit d'aller sur Ahmed Bouzouaïd, sur LinkedIn ou sur Instagram. C'est écrit sur les kakémonos qui sont là. On va parler un peu d'entrepreneuriat, donc je fais un acte démarche commerciale, ça? Ah non, on est dedans. Très bien, donc on est pile dans le thème. Pour être concret, donc je m'appelle Ahmed Bouzouaïd, je suis directeur chez BPI France, la banque publique d'investissement. Mon métier, c'est de soutenir l'entrepreneuriat partout, dans tous les quartiers de France. Pour ce faire, j'ai un budget qui permet de financer tous nos partenaires, donc je salue BGE, qui contribuent à accompagner les entrepreneurs, et nos partenaires contribuent à financer les entrepreneurs. Donc on a beaucoup de chance en France, lorsqu'on entreprend, il y a tout un écosystème qui est là pour vous aider à réussir. Mon histoire, moi je suis né dans l'Est parisien, dans un quartier qui n'est pas très loin d'ici, à savoir Saint-Blaise. J'ai grandi, j'aime bien dire, j'ai commencé par ouvrir des squats et organiser des concerts de rap. C'est là où j'ai acquis, je veux dire, le désir de liberté et conquis des espaces d'expression. Suite à quoi j'ai eu l'occasion dans les squats d'ailleurs de rencontrer des squatteurs qui m'ont dit « t'es pas trop con, toi tu devrais faire des études ». Je suis parti à la fac, j'ai étudié la sociologie, j'ai étudié l'urbanisme, suite à quoi j'ai été repéré par un programme canadien qui cherchait un peu les leaders dans les quartiers, ça existait beaucoup dans les années 90-2000, et j'ai été formé là-bas à tout ce qu'on appelle Empowerment et Community Organizing. Je reviens en France, je crée une association qui s'appelait, qui a été vivante, qu'on a gardé 10 ans, qui s'appelait AVA, pour Action vers l'avenir, vers VERT. Notre ambition, c'est de ramener la nature en ville. C'était assez particulier parce que quand je reviens du Canada inspiré, je me dis que je vais créer une association qui veut ramener la nature en ville. On me dit, mais attends, t'es pas jardinier, t'es pas paysagiste, c'est quoi le projet, quoi?
Et c'est là que j'invente un métier, à savoir mettre autour de la table tous ceux qui font la ville, les bailleurs du logement social, les villes, les habitants, les entreprises. Et on s'est mis à créer des jardins partagés, ce qui m'a permis de créer une entreprise, parce que finalement on a inventé un métier, on a appelé ça l'ingénierie de projet collaboratif. Donc une société qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Muse des territoires, pour management urbain socio-économique pour le développement des territoires. Et pendant 10 ans également, donc j'avais implanté au 4000 à la Courneuve, parce que je m'étais dit, comme il y avait beaucoup de cabinets qui faisaient, je dirais, du conseil en développement durable, je me suis dit que je vais me différencier en faisant du conseil en développement durable dans les quartiers. Et pour me positionner et me différencier par rapport à l'existant, on s'est implanté à la Courneuve au 4000. Donc là, vous ne pouvez pas faire tout le quartier. Et du coup, pendant 10 ans, on a mené des projets assez conséquents. D'abord, on a fait de la transformation urbaine. Et comme ça ne payait pas très bien, on s'est dit qu'on a basculé dans le développement économique. J'ai accompagné la transformation de la politique de la ville en 2014 avec l'ancien ministre Lamy. J'organisais à l'époque des voyages d'études où je ramenais les décideurs publics aux États-Unis pour se former à comment là-bas on accompagne les entrepreneurs dans les quartiers. J'ai fait ça quelques années, à un moment ça m'a saoulé, vous allez vite comprendre, moi j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. Je me suis mis à organiser des expositions d'art contemporain parce que mes amis du hip-hop qui graffaient s'étaient mis à peindre sur toile. Et donc j'ai organisé quelques expos, dont le Palais de Tokyo, dont la cathédrale basilique de Saint-Denis, dont le MoMA. Et donc on a fait vraiment des projets assez dont je suis fier aujourd'hui, on va dire. Et jusqu'à ce qu'un jour je reçois un message sur LinkedIn, la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'en 2018, le président Macron a souhaité créer la BPI des quartiers. Et comme justement j'organisais ces forums internationaux sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, le plus gros j'avais fait au Stade de France, c'était en 2013. Donc mon nom il ressortait tout le temps, et donc c'est comme ça que la BPI souhaite me rencontrer. J'explique voilà ce que j'ai fait en matière d'entrepreneuriat dans les quartiers. J'étais un peu connu comme le loup blanc sur le sujet, et c'est là que j'intègre le 1er janvier 2019 BPI France pour déployer un programme qui s'appelle Entrepreneuriat pour tous, 75 millions d'euros pour aider et soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers. On n'a pas trop mal fait le boulot parce qu'aujourd'hui on a un budget d'1,5 milliard pour soutenir l'entrepreneuriat, les entrepreneurs dans les quartiers, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit que ce parcours qui est passé de l'entrepreneuriat à finalement aider les entrepreneurs, j'avais une vision 360 du sujet, et j'ai voulu partager ces 50 ans, je dirais, d'expérience. Enfin, c'est pas mes 50 ans à moi, mais c'est 50 ans de l'accompagnement des entrepreneurs des quartiers. Il y a des programmes exactement, et c'est ça, et tout à fait. On n'a pas voilà. Et enfin voilà, donc voilà ma trajectoire, et au plaisir de mener cette conversation. Je suis très honoré de faire ça avec une athlète qui a fait des Jeux Olympiques. Merci. Ouais. Félicitations, moi je suis applaudi. Et on est d'abord de parler de sa genèse. Est-ce que tu peux nous parler de la tienne, Ayodele? Alors, ma genèse, donc moi je l'ai dit, j'ai grandi dans le 18e, j'ai commencé l'athlétisme, et c'est vrai que j'ai eu ce parcours à la fois de sportive et puis on va dire, scolaire. Ce que j'essaye de mettre en avant aussi, c'est la difficulté qu'on peut avoir nous, quand on est une jeune fille qui fait du sport, et notamment du sport de haut niveau. Et du coup, je fais un petit coucou à Citan aussi qui est là-bas, parce qu'en fait, on est moins connu, même si on s'entraîne parfois durement. Et donc, c'est vrai que pendant toute la scolarité, la pression et l'objectif des parents, c'était vraiment de se focaliser sur les études. Donc, ça a été de mener de front à la fois l'école et le sport de haut niveau, donc à savoir faire des journées très longues, aller s'entraîner, faire les devoirs à 21h, se coucher à minuit tous les soirs pour atteindre un objectif que personne ne comprenait, parce que quand on parle d'athlétisme, très souvent, les gens se posent la question de pourquoi est-ce qu'on court, pourquoi est-ce qu'on s'entraîne beaucoup, pourquoi est-ce qu'en fait on n'est jamais en bas, jamais en train de sortir. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de développer un certain nombre de choses, et en parallèle, c'est vrai que moi, j'étais au collège à Dorgelès, et je me souviens très jeune que le prof principal nous expliquait qu'il fallait choisir certains lycées parce qu'on n'avait pas les capacités de s'en sortir. Et donc moi, j'avais été à Jules Ferry avec d'autres élèves du 18 et du 19e, et on avait à cœur de ne pas redoubler. Je me souviens qu'on s'était soutenus à ce moment-là, et c'est vrai que dans mon parcours, il y a toujours ce côté de
de se battre contre des idées préconçues qu'on peut avoir, à savoir de nous dire des limitations en fait qu'on nous impose. Et donc moi j'ai tenté une année de médecine même en étant sportif de haut niveau. Je vous assure, j'ai pas réussi. Je faisais des nuits blanches du lundi jusqu'au dimanche. Mais ça m'a permis derrière d'enchaîner sur une licence de bio, de faire un master en école de commerce que j'ai fait en alternance en parallèle des Jeux Olympiques de Pékin et de Londres. Et aujourd'hui, du coup, de travailler dans le domaine du conseil, donc sur tous les sujets de stratégie, de conduite du changement, de transformation. Et donc j'essaye aussi de mettre à profit tout ce que j'ai pu développer dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise. Et quand on en a parlé, c'est vrai que je disais finalement quand on est sportif de haut niveau, on est aussi entrepreneur, parce qu'on est un entrepreneur précaire, on n'a pas de moyens. J'ai toujours travaillé en parallèle parce que le sport ne me permettait pas d'en vivre, et ça c'est important de le dire. On peut être au JO et en fait être au RSA. Ça c'est une réalité que peu de personnes connaissent, et donc c'est aussi pour ça que j'essaye de prendre la parole sur ces différents sujets pour raconter que on aimerait bien avoir des contrats comme Kylian Mbappé ou d'autres, mais quand on fait de l'athlétisme, en fait, moi je travaillais pour pouvoir vivre de ma passion en parallèle, ce qui veut dire que du lundi jusqu'au dimanche, si j'étais pas sur un stade, j'étais au travail, et si j'étais pas au travail, j'étais chez moi en train de me reposer ou en train de faire attention à ce que je mange. Et donc c'est important de partager aussi ce parcours qui n'est pas simple, et je sais qu'aujourd'hui de plus en plus de sportifs le font. Et parler aussi de santé mentale, parce que moi aussi j'ai pas mal de casquettes, je suis aussi maman, et donc j'ai essayé de revenir l'année dernière pour me qualifier pour les Jeux Olympiques après 2 césariennes. Je suis quand même revenue à un top 16 français, donc j'étais pas très loin de la qualification. Et c'est important de se dire que de savoir où on en est aussi en termes de santé mentale, de santé physique, de prendre soin de soi. Et donc même si j'aime bien avoir plein de casquettes, je fais attention à tout ça. Exactement. En fait, moi, ce qui m'a frappé lorsqu'on a échangé, et d'ailleurs c'est ce que tu es en train de faire, je me suis posé la question, mais comment on va faire pour raconter toute votre expérience, toute votre vie en un petit instant? Je vous dis déjà, ça c'est pas possible. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est les multiples casquettes. Parce que tout à l'heure, j'en ai parlé assez vite, avec le début de la championne, mais le bac S, pendant tes études, pendant ta carrière sportive, et pareil, de ton côté, Amel, le sport aussi. Tu as fait beaucoup de boxe, tu étais champion de boxe aussi. Je suis prof de boxe. Prof de boxe aussi aujourd'hui. Sport, études, performance, qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre moteur? Alors moi j'en ai plusieurs. Déjà le moteur sportif, je pense que c'était un défi déjà en tant que fille, parce que très souvent on dit que le sport c'est pour les garçons mais pas pour les filles, et donc moi j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais faire des choses avec mon corps. Et donc je pense que le sport ça m'a permis aussi de travailler, de découvrir d'autres choses, d'aller chercher de la performance, et l'athlétisme, en tout cas le sprint, même si ça ressemble pas, c'est un sport très très précis. Et donc à un moment donné c'est une espèce de musique que vous avez répétée une centaine et voire des milliers de fois qui en fait devient complètement automatique, et donc c'est le lâcher prise, et ça c'est hyper important. Et après dans toutes les autres sphères, je pense que c'est de se dire on m'a pas forcément donné les clés plus jeune, mais je ne conçois pas le fait d'être limité. En fait je considère que en fait on a tous un cerveau et qu'on peut tous apprendre, et que par contre on est très peu accompagné sur ça, et que quand on veut par exemple pousser une porte où on n'a jamais été, souvent on a des personnes qui sont très sceptiques, qui vont vous dire que c'est pas possible. Et moi j'aime bien me dire que en fait il y a plein de choses qui sont possibles, et il faut s'entourer de personnes qui croient en vous, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vont vous suivre par amitié même si ça paraît complètement fou, et qui vont vous accompagner en fait. Et je pense que le sport ça m'a permis de faire ça, c'est-à-dire de me dire que parfois on va chercher une médaille d'or, mais on va arriver sur une 3e place ou parfois une finale, et en fait on a déjà parcouru un super chemin, et on n'a pas à rougir de ça. Moi ça j'ai travaillé beaucoup, parce que le sportif de haut niveau des fois il a quelques problèmes avec la haute perf, mais de mesurer le chemin qu'on fait, et puis de se dire que en fait on peut arriver quelque part, et qu'on a tous des qualités, on n'a pas les mêmes, et je pense que c'est important aussi de ne pas se dévaloriser. Donc moi c'est ce que j'essaye de dire, on a chacun notre parcours,
on ne part pas tous du même endroit et donc le chemin il n'est pas facile pour tout le monde et donc c'est important de s'entourer et puis de voir qu'aussi il y a des belles réussites et moi j'aime bien dire aussi que dans le 18e il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires qu'on ne voit pas suffisamment et l'idée c'est aussi de mettre en valeur toutes ces richesses qu'on a dans cet arrondissement aussi. Alors pour ma part, je pense qu'en étant né dans les quartiers, je pense que j'ai poussé assez tôt une forme de conscience de choses, que finalement ce qu'on peut appeler une sorte de plafond de verre est une chape de plomb. Et donc si tu veux, je me suis assez vite rendu compte que j'avais conscientisé que j'étais du côté des perdants. C'est-à-dire du côté arabe, noir, quartier. Donc j'avais une forme de conscience comme ça. Et c'est pour paraphraser un rappeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hill des X-Men. Il dit « La haine me motive ». Et donc au départ, j'avais quand même un moteur qui était presque quelque chose de revanchard. Et donc à tout prix, by any means necessary, il fallait que je perce cette chape de plomb. Et donc, si tu veux, j'ai passé, je pense, la première partie de ma vie à déployer énormément d'énergie pour soit faire ma place, vraiment dans une logique de conquête. J'ai commencé dans le graphe, le tag, etc. Il y avait des logiques de transgression aussi, ça veut dire conquérir des espaces d'expression. L'idée, c'est presque guérir une sorte de blessure existentielle. Se dire, s'il n'y a pas ma place, je vais m'inviter, quoi qu'il en coûte. Tu vois, il y a vraiment cette dimension-là. Et peu à peu, grâce à des rencontres, grâce à des expériences, je ne vais pas dire, peut-être que je peux dire que j'ai transformé cette haine en amour, mais en tout cas quelque chose de transformé, presque forme d'alchimie, le plomb en or, tu vois, en disant, mais en fait, ça a été très important, je pense, dans la première partie de ma vie, que cette énergie, elle était assez considérable, parce que j'étais prêt à tout pour avancer. Mais après, à un moment, je me suis dit que cette énergie, je la retournais aussi contre moi. Et donc, du coup, il a fallu que j'adoucisse, j'arrondisse les angles, etc. Mais c'est assez tard, c'est déjà vers une bonne vingtaine d'années et un peu vacciné aussi des quartiers parce que quand tu grandis dans les quartiers, moi j'ai grandi vraiment dans les quartiers, et du coup j'ai pu perdre des amis, des frères, on a vraiment grandi ensemble. Parfois certains sont morts de mort. En tout cas, voilà, tu te dis qu'à cet âge-là, tu n'es pas censé mourir comme ça. Et donc, désolé, ça m'émeut, mais du coup, ça m'a vraiment, il y a vraiment eu une transformation de ça. Et donc, moi, ça a été d'abord ça mon premier moteur, et le second moteur, c'est plutôt comme aujourd'hui. Je me vis, pour citer un autre rappeur, Kerry James, que vous devez connaître, qui dit je suis sur une mission, tu vois. Donc ça veut dire véritablement, la question qui m'intéresse, c'est quel impact je fais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde derrière. Et j'ai le fait d'être passé finalement de la street de la cité à la city, tu vois. Et du coup, je me rends bien compte des difficultés, ça m'a permis d'apprendre les codes, les référentiels, etc. Et je me dis que j'ai cette responsabilité-là pour être passé, du moins avoir identifié les codes, les passes, les clés, à les transmettre. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui me motive véritablement. Je me pose la question de quel impact je vais avoir pour les miens. Et les miens, c'est les miens universels, en fait. Voilà. Très beau. J'ai une petite question. Si vous pouvez me parler d'un échec qui vous a donné une certaine leçon. Parce que j'ai pas l'impression que vous avez échoué nulle part. Quand vous profilez vos parcours, on a l'impression que tout a été parfait sur toute la ligne. On sait que vous êtes parti de très loin. On a l'impression que vous avez avalé les difficultés les unes après les autres. On sent en fait votre capacité de résilience, votre persévérance. Et est-ce qu'il y a eu des échecs sur votre parcours qui vous ont marqué, qui vous ont apporté une leçon? Il y en a eu plein des échecs. J'ai pas eu médecine, j'ai pas fait les Jeux de Rio. Je m'étais fait une micro-rupture du tendon d'Achille. J'avais fait une super saison 2014 et justement, j'ai poussé le corps. Et en compétition, à un moment donné, je sens un crack. Mon tendon, il s'était pas complètement cassé, mais il s'était quand même bien cassé. Et c'est vrai que le retour, il a été hyper dur parce que
Parce qu'en fait, je me suis retrouvée à faire, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une PRP, donc on vous prend du sang, on vous réinjecte dans le tendon sans anesthésie. Ça fait excessivement mal. Et en fait, pendant plus d'un an, j'avais du mal à courir, à poser le pied. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur le volet psy, en me disant, en fait, je travaillais à l'époque plus de 40 heures semaine dans le conseil, et en même temps, je m'entraînais 20 heures par semaine, je ne me reposais pas. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis un peu posé la question de pourquoi est-ce que je faisais tout ça, pourquoi est-ce que j'allais chercher un peu si loin, et en fait, j'écoutais pas mon corps. Quand on se fait mal généralement au tendon d'Achille, c'est que le corps il veut plus, et qu'en fait, on le force à avancer. Et moi, ça m'a permis de travailler vraiment sur comment regarder mon parcours d'un air, on va dire avec plus de bienveillance, parce que souvent aussi quand on cherche, on a une certaine exigence, on n'est jamais content, jamais satisfait, on pousse, donc moi ce qui comptait c'était de faire les jeux, si je faisais deuxième ça allait pas, et donc j'étais hyper dure vis-à-vis de moi, et donc ça m'a permis en tout cas à un moment donné de me dire faut que je fasse une pause, faut que je travaille sur cette recherche de la performance, pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce que je cherche en fait au final. Et c'est là où j'ai appris à prendre un peu de recul. Parce que c'est vrai que parfois on a beaucoup d'exigences quand on vient d'un milieu populaire, parce qu'on doit réussir, parce que le plafond de verre il n'est pas facile, parce qu'on a vu nos parents travailler dur aussi tous les jours sans répit. Qu'on a envie de vivre autre chose, mais en même temps, ça veut dire travailler, ça veut dire s'entraîner, ça veut dire ne pas se reposer, ça veut dire à un moment donné, et en fait on s'oublie. Et donc moi j'étais arrivée à un moment où je m'oubliais, et en fait il a fallu cet échec-là, parce qu'en plus en fait je me suis fait voler la sélection, je devais être au jeu de Rio, mais le sélectionneur avait dit que j'étais trop vieille. Et donc il y a eu ce moment-là où je me suis dit en fait il faut que je prenne du temps pour moi, que je prenne du recul sur ce que j'ai fait, et que vu que j'étais la seule à pouvoir valoriser mon chemin, parce qu'en fait moi je le valorisais pas, j'en parlais pas. Souvent les sportifs, quand vous n'êtes pas champion olympique, on considère qu'ils n'ont rien fait, alors que quand vous êtes dans l'équipe olympique, on est 500 Français sur les 60 millions de Français, donc il faut quand même se dire ça. Mais voilà, en termes de médias, c'est toujours très critiqué. Et donc en fait, nous les sportifs, on est très durs envers soi-même. Et je pense que ça m'a permis en fait à un moment donné de me dire stop. En fait, je suis pas obligée de pousser mon corps au point de me faire mal, de sortir meurtri d'une carrière de sportive. Mais en fait, il y a beaucoup de sportifs qui sortent un peu comme ça. Et je pense que ça a été. Et après, il y a eu plein de défaites. Enfin, moi, il y a plein de compétitions où j'ai pleuré parce que j'ai pas fait les perfs que je voulais. Mais après, c'est plutôt comment est-ce qu'on rebondit et qu'on repart au travail, qu'on se dit, il y a peut-être des choses que j'aurais dû faire autrement. Et en fait, moi, souvent, après une compétition complètement ratée, je vais pas vous mentir, je pleurais pendant 2 jours. Mais après, je repartais à l'entraînement et je m'accrochais aussi à ce que j'avais fait. Et donc, ça m'a permis aussi de me dire, plutôt que de me concentrer sur des choses sur lesquelles j'ai pas la main. Parce que la réalité, c'est qu'on peut s'entraîner tous les jours, on fait vraiment tout bien, mais le jour de la compétition, on n'a pas la main sur le vent, on n'a pas la main sur la météo, on n'a pas la main sur le couloir, on n'a pas la main sur le starter, il peut se passer plein de choses. Et du coup, c'était plutôt de se concentrer sur tout le travail que j'avais fait et de me dire que j'allais donner le meilleur de moi-même. Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est très juste, parce qu'en réalité, en fait, dans mon esprit, l'échec, il n'existe pas, mais littéralement, parce que si tu veux, finalement, quand j'ai raté quelque chose, ça m'a permis de repréciser ma voie. Et en réalité, la question, c'est... Et tu sais, avec l'échec, je crois qu'on se pourrit un peu l'esprit, parce que tu as dit une chose qui est très importante, c'est l'idée de... Quand j'ai dit on bascule de la haine à l'amour, finalement, c'est quel regard on a aussi sur soi. Parce que finalement, ce qu'on renvoie vers les autres, c'est d'abord ce qu'on s'envoie à soi-même. Et du coup, c'est la bienveillance qu'on a avec soi-même. Et quand on se pourrit parce qu'on a raté ci, on a raté ça, c'est la meilleure façon d'échouer en fait. Alors qu'en réalité, la question c'est qu'est-ce que tu tires de tel enseignement. Il y a un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps et qui me parle beaucoup. C'est peut-être il y a une dimension assez spirituelle là-dedans, mais je ne sais pas si tout le monde connaît la paranoïa. Oui. Voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pronoïa? C'est l'inverse de la paranoïa.
En fait, la pronoia, c'est vous êtes convaincu que l'univers, il complote, mais pour votre réussite. Donc, si tu penses pronoia, en réalité, il y a rien, l'échec n'existe pas en réalité. Parce que, si vous voulez, il y a l'ordre des choses, il y a un plan qui te dépasse, mais t'inquiète pas, tu vas aller là où tu dois aller, quoi. Et donc, du coup, à partir de là, effectivement, il y a des fois tu veux atteindre quelque chose, mais il se peut que ce que tu désires atteindre, c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'inverse, des fois tu te dis, bah là, ça va être compliqué. Et le sport, moi qui fais beaucoup de sport, tu dis ça va être compliqué, mais en réalité, ce passage, cette chose que parfois tu peux détester, en réalité, c'est ce qui contribue à ton élévation. Donc il y a beaucoup de réflexion, de changement, de perspective sur la manière dont on regarde le monde. Donc c'est d'abord la manière dont on regarde soi-même. Moi je fais des grosses courses, la prochaine grosse course que je vais faire, c'est Melbourne-Sydney. Voilà. Et tu vois, avant j'ai fait Tunis-Alger et juste avant j'ai fait Paris-Marseille, tu vois. Et il faut savoir que je me rappelle un ami quand je suis revenu de Tunis-Alger, donc vous imaginez, c'est 80 bornes par jour, tous les jours, sous le soleil, mois de juin, des montées, c'est la folie. Mais en fait c'est énormément de plaisir. Et je suis pas du tout sado, ni moiseau d'ailleurs. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui fait toute la différence, c'est le regard qu'on porte sur la course et le regard qu'on porte sur soi-même. Et donc quand je suis revenu de Paris, de Tunis-Alger, on m'a dit une chose. Il y a une femme, elle m'a dit, je vais raconter la course. Je lui ai expliqué la difficulté et le bonheur d'arriver. Elle m'a dit, ouais mais en fait, toi t'as vécu un accouchement en fait. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, j'ai un ami qui m'a offert le bouquin de Murakami, Murakami c'est un écrivain, et je crois que c'est le portrait de l'auteur en coureur de fond. Et il a dit une phrase qui est extrêmement importante dedans et qui résonne avec cette idée d'échec. Il dit « La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. » Donc effectivement, si tu veux le paradis, il va falloir mourir. Donc ce que je veux dire, si l'ambition est élevée, ça ne sera pas simple et ça va faire mal. Mais en réalité, le regard que tu portes sur cette douleur, le regard que tu portes sur cet échec, le regard que tu portes sur l'expérience que tu vis, c'est ça qui va la transcender. Tu vois, ça me fait penser, je termine là-dessus, désolé, mais... Et je pense que tu es en train de donner le mot de la fin pour les entrepreneurs. Ça va être ma prochaine question. Ah d'accord. Parfait. Terre des hommes, Saint-Exupéry. Il est énorme ce bouquin. Donc Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince, etc. Il dit une chose qui est énorme et ça m'a marqué. Pour ça je ne suis pas pour citer, mais c'est des leçons qui m'aident beaucoup dans la vie. En fait, il parle En fait, il fait la différence à un moment dans son bouquin entre le prospecteur, le chercheur d'or et le bagnard. Les deux vont faire exactement le même acte, à savoir ils ont une pioche et ils cassent des pierres. Mais sauf que le bagnard, si vous voulez, il maudit son sort. Parce qu'en réalité, lui, il vit la chaleur, il a les ampoules aux mains, et toute la journée, elle ne passe pas, et c'est terrible pour lui. Le prospecteur, il fait exactement la même chose. Il a une pioche et il casse des pierres. Mais chaque pierre qu'il casse, elle le rapproche de son rêve, de son idéal, etc. Donc c'est juste pour dire que, finalement, essayons de vivre la vie comme des prospecteurs. Voilà. Super mot de la fin. Est-ce que vous voulez dire un mot sur vos actualités? Non, je disais que j'avais pas beaucoup d'actualités. Non, plus sérieusement, moi jusqu'à présent, j'étais plutôt dans le conseil en CDI. Du coup, je disais à Zico que j'étais plus dans une réflexion entrepreneuriale aussi, en tout cas pour mettre à profit ce que j'ai pu développer dans le sport et dans tous les projets que j'ai, et en fait faire en sorte aussi de trouver un meilleur équilibre dans tout ce que je porte. Et donc c'est aussi de ne pas hésiter à poser des questions à toutes et à tous, toutes les personnes qui sont là, mais en tout cas merci encore pour l'invitation. Je trouve que c'était très chouette de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. Merci. Yes, alors vous avez une idée, je vous parle de quoi? D'un livre. Je dois faire du cash boy. Donc la petite histoire d'entrepreneuriat des quartiers de France.
Concrètement, cet ouvrage, c'est 50 ans d'histoire. Le premier chapitre qui démarre dans les années 70, nos parents immigrés, ces entrepreneurs qu'on ignore. Pour moi, il était important de rappeler comment, dans le geste de migration, il y a toutes les soft skills, toutes les valeurs qu'on prête aux entrepreneurs, à savoir l'audace et sortir ou élargir sa zone de confort, aller au-delà du mur de la peur. Et donc ce courage finalement entrepreneurial dans le geste de migration, je m'étais dit que là on avait des rôles modèles. Donc je trouvais ça extrêmement important. Et l'idée, c'était de raconter dans cet ouvrage comment l'entrepreneuriat des quartiers, il a évolué, comment il a été saisi aussi par les politiques publiques et accompagné, et comment, de manière très triviale, on est passé du kebab au burger gourmet. On est passé de la Nike des années 90 à une Nike aujourd'hui qu'on va acheter 1000, 2000 euros parfois. On est passé d'une culture née dans les caves avec des CD qui se vendaient sous le manteau à la musique la plus streamée dans le monde. Lire cet ouvrage, ça vous permet de comprendre comment se fait-il qu'à un moment, cette jeune femme née à Aulnay au 3000 aujourd'hui est l'égérie des JO. Je pense à Aya Nakamura. Donc ça permet de comprendre pourquoi les quartiers qui ont accueilli le monde, l'Afrique en particulier, mais pas que, l'Italie, le Portugal, etc., et aussi une grosse influence anglo-saxonne au travers du hip-hop dès les années 80 qui a contribué à fournir un espace d'expression à ces territoires, sont les territoires de l'invention d'un nouveau langage. Et pour preuve, regardez, toutes les plateformes, elles sont friandes de contenu urbain. Je pense à Netflix, je pense à etc. Donc l'idée c'est comprendre ça, comprendre cette trajectoire qui est incarnée par des héros, des héroïnes qui, comme j'ai dit tout à l'heure, s'évertuent à percer cette chape de plomb. Et aujourd'hui, et c'est là qui est assez intéressant, le 10e chapitre se nomme Bienvenue dans la francophonie économique, et je présente comment aujourd'hui les entrepreneurs nés et qui ont développé des projets dans les quartiers se déploient partout dans le monde au travers de franchises et de projets assez incroyables. Je pense à Fawzi Najar, son père était ouvrier chez Renault en col bleu, et aujourd'hui il a inventé Namix, à savoir un SUV à hydrogène, donc c'est le futur de la mobilité. Je pense à Chicken Street, que vous connaissez d'ailleurs, qui a finalement renversé le stigmate des quartiers qui étaient une tare. Aujourd'hui c'est un blason, une médaille, et donc aujourd'hui il se déploie partout dans le monde avec bientôt 150 franchises en France, au Canada, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, etc. Et donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un nouveau regard sur ce qui se passe en France, sur ces signaux faibles, et comprendre finalement cette énergie entrepreneuriale incarnée par des hommes et des femmes qui le font pour de vrai. Et leur quotidien, c'est la résilience, la détermination, l'audace, la créativité. Voilà. Bravo, Escorpio. Merci. Un très grand merci pour votre présence et bon courage pour la suite. Et je sais que avec vous, il n'y aura pas d'échec.